suis Olivier Giscard d'Estaing et je suis un ancien député, président de la fondation INSEAD. J'ai écrit quelques livres et je suis toujours content de pouvoir m'exprimer à vos chers auditeurs. Je suis licencié en droit, lauréat de droit en droit romain. Et puis, je suis parti pour le Harvard Business School, où j'ai obtenu un master, un MBA. Et c'est ce qui m'a beaucoup marqué, parce que ça a été la découverte de l'Amérique d'après-guerre, qui à l'époque était vraiment un modèle de société économique, sociale et scientifique. J'ai commencé comme chauffeur de camion, ouvrier d'usine. J'ai voulu commencer à la base, pour savoir ce qu'était le travail, et pouvoir travailler avec ceux qui feraient ces travaux-là quand je serais amené à les mener. Alors j'ai commencé donc chauffeur de camion au Canada, à Toronto, et ouvrier à l'usine de Pompey en Meurthe-et-Moselle. Et puis alors ensuite j'ai commencé ma carrière dans la sidérurgie après, et avec l'INSEAD et la politique. Nous avons commencé à Fontainebleau. J'ai choisi l'implantation de Fontainebleau. J'avais d'ailleurs la chance d'avoir mon bureau dans le palais de Fontainebleau, ce qui était une exception que Malraux avait acceptée à l'époque. Nous avons débuté uniquement à Fontainebleau. Et petit à petit, on a créé le CEDEP, Centre européen d'éducation permanente, et on s'est implanté à Abu Dhabi et à Singapour. Si l'on peut dire, je suis un modeste écrivain, je ne sais pas si j'ai beaucoup de lecteurs, mais j'aimais beaucoup m'exprimer par la littérature. Il est le fils d'un père de l'Europe en réalité, car on a hérité de cette vision de l'Europe d'après-guerre. Mon père, qui a été blessé à la guerre, a voulu le rapprochement allemand. D'ailleurs, mon frère est né à Coblence, où mon père était en occupation d'après-guerre. C'est comme ça qu'il est né là-bas. De sorte que moi, j'ai milité très vite dans le mouvement européen, dans la Ligue européenne de coopération économique. Et je me rappelle, j'avais été envoyé en mission par l'association qui s'appelle Fédération, qui m'avait envoyé en Allemagne pour rencontrer des jeunes Allemands et voir l'état de leur mentalité, de leurs avenirs. J'ai été effaré quand j'ai vu l'état de Munich, de Hambourg, de Cologne, des destructions de ces villes. Je disais, jamais ils ne pourront reconstruire sur ces ruines des villes modernes. Alors, donc, si vous voulez, ça a été ça, la naissance de l'Europe. Ça a été un rapprochement avec l'Allemagne et une volonté de faire autre chose. On a été des constructifs. Alors, mon frère y est venu, bien sûr, très vite. Dans sa politique, il a joué un rôle moteur. Mais il avait une expérience aussi un peu parallèle à la mienne, sauf que lui a été militaire. Il a tiré sur les Allemands, et ça l'a beaucoup impressionné de tirer sur des gens, de donner la mort à des gens. De sorte qu'il a été assez marqué par ça. Et ça lui a donné aussi le désir d'être européen et d'y coopérer. Et ensuite, il a un remarquable parcours européen. L'amiral d'Estaing était une figure. Comme Lafayette, ce sont été les deux hommes qui ont participé à la guerre d'indépendance des États-Unis. D'ailleurs, curieusement, Lafayette n'était pas envoyé par une mission particulière. Il s'était établi aux États-Unis plutôt pour fuir la France à cette époque-là. Alors que l'amiral d'Estaing était chargé de conduire la flotte, et c'était la première flotte française qui a consolidé les États-Unis. Alors c'est en effet très amusant parce que il y a beaucoup de souvenirs de cela, des gravures de l'époque, des poèmes. C'était une histoire assez fascinante de ces combats navals sur des bateaux extraordinaires, des voiliers dont on se demandait comment ils arrivaient à tenir le bon. Et alors j'ai un souvenir particulier de famille, c'est Atlanta.
il se trouve que l'amiral d'Estaing a aidé à calmer les Anglais à Atlanta. Et grâce à ça, on lui a donné 30 000 hectares au centre, qui est devenu le centre de la ville d'Atlanta. Et j'ai un plan d'Atlanta d'époque où on m'est donné à l'amiral d'Estaing en remerciement du rôle qu'il a joué pour notre pays. Alors ça, c'est amusant, en effet, comme anecdote. D'ailleurs, il faut quand même dire que on n'a pas parlé du château d'Estaing ni de la mairie d'Estaing. J'ai été maire d'Estaing pendant 2 mandats et j'ai participé avec mon frère à la création de la prise en main du château d'Estaing. Mais beaucoup plus modestement que lui. Lui m'a demandé une petite participation parce que je n'avais pas les moyens financiers d'aller beaucoup plus loin. Mais tous les ans, j'y retourne, j'ai un appartement, et je dois dire que ça aussi, c'est un souvenir historique franco-américain assez fascinant. Mon père a été un blessé de guerre dans la guerre de 14 à 18, dans la bataille de la Somme. Il était capitaine d'artillerie, il montait vers les frontières, et un obus a éclaté qui a tué son cheval. Il était à cheval, et les 3 hommes qui étaient accompagnés. Et il était criblé d'éclats d'obus, il était entre la vie et la mort. Alors, ça a été un cheminement très remarquable de finalement s'attacher à construire avec l'Allemagne une vision de la paix. Et lui aussi a été président fondateur du mouvement européen et très actif avec les différents pays. Mais alors il était mondial aussi parce qu'il a été président de la Chambre de commerce internationale, qui était une très belle institution mondiale. Elle limite son rôle à des arbitrages de déroulement de conflits commerciaux, mais elle était l'occasion de réunions annuelles des grands leaders, un peu comme à Davos, si vous voulez, des grands leaders économiques du monde. Et mon père s'est lié d'amitié avec beaucoup d'Américains. Il y avait une très forte influence américaine. Je suis européen, mais je suis citoyen du monde. Parce que j'ai fait une trajectoire qui m'a amené à cela. En constatant que tout homme appartient à toute une série de collectivités. La collectivité familiale, la collectivité régionale, urbaine, nationale, continentale et mondiale. Et pour moi, cette série d'appartenances à des entités ne sont pas en contradiction les unes avec les autres. Et on ne peut pas dire « vous aimez la France et vous détestez le monde ». Ça, c'est absurde. Je pense que nous devons nous adapter à chacune de ces structures. Et pour moi, le vrai couronnement, c'est le couronnement mondial, de la paix, de l'ONU et d'un gouvernement mondial que je prône depuis 20 ans, sans voir le moindre progrès vers un Parlement mondial ou vers un processus de décision politique, qu'il ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation. J'aime beaucoup l'UNESCO. Sûrement, qui a une tâche, mais qui mériterait avoir 10 fois le budget qu'elle a pour répondre à la fois aux magnifiques richesses culturelles du monde et aux actions de formation qu'elle entreprend. Sa couverture, elle a une particularité, c'est qu'on a mis des drapeaux, et que ces drapeaux sont le drapeau français, le drapeau européen, et un drapeau mondial que j'ai conçu moi-même, car je voulais qu'on adopte un drapeau mondial. Et là, c'est le 3e. J'ai qui est vert, blanc, rouge, avec une mapponge au milieu. Le vert pour l'écologie, le blanc pour le ciel, et le bleu pour la mer. Il a une valeur symbolique. Je voulais également qu'on ait un hymne qu'on entende à l'occasion des cérémonies internationales, comme on a fait pour l'Europe, avec le
le magnifique concert de Beethoven. Et je voulais qu'on fasse un hymne qui serait repris par les chœurs des enfants, des jeunes, comme on l'a fait pour l'Europe, et comme on le fait pour notre pays avec la Marseillaise. Et ça fait partie des échelons successifs que je vois dans l'évolution de notre vie sociale. Vous voulez, dans la mission de l'ONU, j'avais 2 continents qui étaient l'Afrique et l'Amérique. Et en réalité, j'avais un collègue qui, lui, visitait l'Asie et l'Europe. Alors, j'ai été fasciné par l'Amérique du Sud, qui est aussi un continent qu'on ignore un peu, enfin beaucoup l'ignorent, et avec des pays très différents, aussi différents que le Chili, l'Argentine, le Brésil, le Mexique. Chacun a sa musique, ses langues, bien que ce soit l'italien, soit le portugais. Donc, cette impression que j'ai eue de leur volonté de paix était très sincère. Ce ne sont pas des pays belliqueux, ce sont des pays qui ont des révoltes internes, ils sont violents. Un peu comme en Afrique, la violence existe, il ne faut pas se boucher les yeux. Ils ont eu aussi leur chef d'État en Argentine qui a été assassiné. Donc, et en ce moment, on voit ce qui se passe au Venezuela. Donc, ce n'est pas des pays paisibles, mais ce ne sont pas des pays belliqueux. La Chine me fascine. Elle me fascine par son travail, son ingéniosité, ses traditions extraordinaires et très anciennes, sa spécificité. Alors, sa langue, malheureusement, incompréhensible pour nous. Et je dis toujours que la Chine n'a jamais été un envahisseur et un fauteur de guerre, en réalité. Ils ont souffert de certaines guerres provenant de l'Europe. Ils sont un peu intervenus dans la libération du Vietnam, mais très modérément. Ils n'ont jamais conquis de territoire étranger, n'est-ce pas ? Et ils ont un rôle considérable à jouer dans le monde. Considérable. Moi, je le vois sur le plan musical. Je crois qu'il y a 2 millions d'élèves qui sont dans des écoles de musique. Alors, c'est fantastique. D'ailleurs, la musique chinoise est très étonnante. Ils ont des instruments de musique très différents des nôtres, des instruments à cordes. Et elle était très prenante. C'est une belle musique avec des costumes de danseurs. J'ai beaucoup d'admiration pour la Chine. Beaucoup d'admiration. Ils avaient un affreux régime, incontestable, mais ils ont eu Mao Tse-tung qui a changé l'ambiance. Et j'étais très content qu'on a vu entrer la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, où j'ai été rapporteur au Conseil économique et social sur ce projet de loi, et dans les autres organismes mondiaux, enfin, elle a joué un rôle. Et elle n'a jamais bloqué les progrès. Alors on lui reproche d'être trop puissante économiquement et scientifiquement, d'être trop polluante par ses mines de charbon et son énergie. Elle n'est pas parfaite, hein. Je ne la présente pas comme l'idole et le modèle, mais c'est un pays attachant et un peuple attachant. Très travailleur. Alors, Senghor, si vous voulez, a été très proche de la France. C'était un homme très érudit, très intelligent. Et il avait une vision de son pays, de vouloir le moderniser. Ce qu'il y a de fascinant dans les États africains, c'est qu'en réalité, ils ont été créés artificiellement par les colonies. Et on a créé artificiellement des frontières. Alors, chaque État africain, finalement, s'est développé à l'intérieur de ses frontières, mais a conservé ses traditions, ces traditions
d'art, ses traditions de culture, de manière de se conduire. Toujours, vous savez, ce qui m'a frappé, c'est vrai de tous les chefs d'État que j'ai rencontrés. Ils sont extrêmement cordiaux, très ouverts, très intelligents et très conscients de leurs responsabilités. Ils parlent de leur pays toujours avec amour et modestie. Ils se rendent compte de toutes les difficultés qu'ils ont comme chefs d'État. Donc c'était vrai aussi de Senghor. Alors, c'est tous des meilleurs. Souvent, je renonce à comparer l'un par rapport à l'autre. Ils étaient tous des personnalités magistrales. Prenez le président Tolbert, personne ne le connaît, n'est-ce pas, le Libéria. Et il était extraordinaire. Il m'a reçu avec une vision. Sékou Touré, lui aussi, c'était un personnage qui était passionné par l'éducation, mais on côtoyait la prison, qu'elle mettait des gens qui ne lui plaisaient pas. De sorte que c'est toujours très nuancé, on ne peut pas dire qu'un est meilleur que l'autre. Il y en a un qui répond à son pays à sa façon, mais on ne peut pas non plus dire qu'un pays est meilleur qu'un autre, ça, je ne dirais pas ça. Figurez-vous que je suis en train de le relire, parce qu'il date de... il a été épuisé, donc il a été publié en 1980. Et ça m'a remémoré l'histoire vraie de mes rencontres avec les chefs d'État Afrique. Et je dois dire que je retrouve cette description de la situation des Afriques. Je parle des Afriques parce qu'elles sont très différentes. Entre le roi du Maroc, Anwar el-Sadat, le président Tolbier, tout ça, je les ai vus, discuter avec eux, j'ai vu leur vision de l'Afrique qui était fascinante, parce qu'ils étaient très conscients de leur retard économique et social, ils étaient envahis d'enfants trop nombreux et ils étaient décolonisés. Donc on retrouvait les traces de la culture qui n'étaient pas que négatives. Bonne question. C'est comme ça que je commence un de mes ouvrages, à dire est-ce qu'ils ont une influence et quelle est-elle. C'est difficile à dire. Nous avons des ministres de la culture qui font un très bon travail. Nous avons le culte de la langue avec l'Académie française. Donc on a une tradition culturelle qui est intransmissible telle qu'elle. C'est-à-dire que je crois beaucoup à l'éducation. Alors c'est par l'éducation qu'on doit transférer. Et ça se fait à la fois en Afrique, en Europe et aux États-Unis et dans le monde entier. Eh bien, ils prônent toujours la paix. Eux ne sont pas des chefs de guerre, heureusement, rarement. Car c'est très rare, ils ont eu les guerres de décolonisation, tragiques, à la fois en Indochine et en Algérie, de sorte qu'ils ont un mauvais souvenir de la guerre. Ils ont participé pour beaucoup, notamment de l'Afrique du Nord, à nos guerres de 14 à 18 et notre guerre de 39 à 44. Donc, ils se sont associés. Mais j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Gandhi, et ça, c'était je ne peux pas dire afro-indien, parce qu'il a quand même été en Afrique du Sud avant de conquérir son influence en Inde. Mais c'était des marchands de paix, c'était des gens qui détestaient la guerre. C'est-à-dire, ça n'a pas été le même cas de certains chefs d'État européens. Avec le président Tolbert, c'était très amusant au Libéria. Il m'a fait colonel d'un régiment africain. Alors il m'a vêtu avec un uniforme africain et il m'a envoyé pour commander un régiment. Alors on était heureusement, il y avait d'autres colonels et c'était très amusant. Et alors il a dit ce qui serait bien, c'est que vous épousiez une femme de notre pays, mais une ou deux d'ailleurs, car ça serait mieux. Parce qu'il m'a un peu surpris.
et auquel je n'ai pas donné suite. Mais nous avons eu la cérémonie d'intronisation, c'était à l'hôtel, dans un hôtel français, d'intronisation de l'uniforme qu'il m'a donné de militaire. Quand il y a eu la malheureuse affaire des diamants, j'ai téléphoné mon frère en disant « Dis tout de suite ce que c'est. C'est peu de choses, c'est une tradition de pays, tu le donneras pour les œuvres. » Il m'a dit « Non, 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 De Gaulle m'a dit on ne répond pas à des insultes de la presse. » J'ai dit « Tu as tort. » Et ça lui a coûté très cher. Et alors moi, qui étais cité, parce qu'on disait, et il y a eu des petites donations d'or également à son cousin et à son frère. J'ai fait une lettre au Monde, où je lui ai dit, je n'ai rencontré ni le président Bokassa, ni son ambassadeur, je ne suis jamais allé dans son pays et je n'ai jamais vu de l'or provenant de ce pays. Et ils l'ont publié comme ça, et ils ont dit, don't act. Il ne me tenait pas au courant de ses positions politiques. Mais en réalité, je crois que Bokassa a voulu se venger de mon frère, et c'est lui qui a lancé l'histoire avec la presse. On le dit beaucoup. Là aussi, dans ces relations pour Chirac, j'étais intervenu en disant surtout ne soutiens Chirac dans sa candidature à l'élection de Paris et de la mairie. Parce que mon frère avait fait l'élection universelle, vous savez, du maire de Paris. Et il y avait Dornano qui se présentait le maire de Deauville. Et j'ai dit, retire Dornano, tu te feras un ami comme ça avec Chirac, laisse-lui Paris, il ne te gênera pas. Et il me dira, c'est Dornano qui gagnera contre Chirac. Et je lui ai dit, non, tu verras et on perdra. Donc de temps en temps, j'ai eu comme ça des efforts d'intervention, pas couronnés de succès, mais très rares. Très rare. Je n'intervenais pas du tout dans le rôle politique de mon frère. Je suis très triste de son décès. Enfin, ça, j'étais très impressionné par les conséquences positives de l'image que l'on donne de lui. Je suis très impressionné par ça. Et je ne peux que remercier la presse des éloges qui sont faits, des photos, des souvenirs, sans l'ombre d'une critique. Je suis très, très, très heureux de ça. Moi, je suis content en tout cas que vous me donniez l'occasion de m'exprimer et j'espère qu'il y aura des réactions. Peut-être des contradictions ou des objections ou des approbations. Donc, vous contribuez à un dialogue qui ne m'a pas toujours été possible. Car il faut dire que mon frère a une telle notoriété qu'on ne s'intéressait pas beaucoup à ce que je pouvais dire. Mais là, vous me donnez une occasion de le faire. Je vous en remercie.